ça ne s'exerce pas uniquement à l'égard des autres et dans le bien. Le savoir-être, principalement, ça va être quoi? Ça va être l'écoute empathique. Vous avez eu des exemples tout à l'heure. Qu'est-ce que ça m'apporte, l'écoute empathique du médiateur? Ça m'apporte que je me sens acceptée de manière inconditionnelle. Je me sens reconnue, je me sens accueillie et me sentir entendue et reconnue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir entendue et reconnue, ne serait-ce qu'une fois? Parfois, il faut remonter à l'époque de l'enfance. Ça n'arrive pas tous les jours. Et quand on se sent entendu et reconnu, comment est-ce qu'on se sent? On se sent bien. Comment? On se sent en sécurité. Et la sécurité, c'est quand même un des premiers pas, on l'a vu avec votre exposé tout à l'heure sur le cerveau reptilien, c'est un des premiers pas vers le bonheur. Je ne peux pas être heureuse si je ne me sens pas en sécurité. Donc l'écoute empathique du médiateur, son savoir-être, m'amène cette bienveillance. Donc, a priori, c'est tautologique. Et également la déontologie. On parle d'impartialité, on parle de neutralité. Pourquoi c'est important l'impartialité et la neutralité? Parce que si j'ai l'impression que j'ai un médiateur qui ne va pas prendre parti pour mon adversaire, j'ai le secret espoir qu'il prenne parti pour moi malgré tout. Mais je vous dis déjà, il ne prend pas parti pour l'autre. C'est une bonne chose. Et il ne va pas chercher à travers sa neutralité à m'imposer sa vision des choses. Donc ça veut dire que je me sentis respectée dans ma manière de voir les choses. Du coup, je me sens en confiance. J'arrive à m'engager dans cette médiation, je me sens à nouveau en sécurité et je me dis que peut-être, à travers cette médiation, peut-être que ma vie pourra être meilleure. Donc c'est tautologique pour la médiation. Et pour les personnes, eh bien c'est un petit peu utopique. Pourquoi? Parce que précisément, les personnes en conflit, elles sont capables de tout sauf d'être bienveillantes vis-à-vis l'une de l'autre. Et de ce point de vue-là, la médiation, elle va exercer un cadre qu'elle va proposer, qu'on voit à travers les conventions de médiation, un cadre qui est un petit peu paradoxal, on pourrait même dire presque, j'ose après avoir entendu les relations incestueuses, j'aime bien les saillies, donc je dirais presque pervers. Pourquoi? Parce qu'on va demander aux personnes en médiation, elles l'ont très bien illustré tout à l'heure, on vous demandera de ne pas vous insulter, on vous demandera de vous respecter, on vous demandera de vous écouter, et même peut-être de voir l'intention positive de l'autre à travers tout ce qu'il a pu faire. Et ça, pour les personnes, c'est une violence extrême, parce que j'ai envie de tout, sauf de ça. Et donc le cadre de la médiation qui doit mettre en place cet espace de bienveillance et permettre au médiateur d'accueillir les personnes avec bienveillance, et donc d'aider les personnes à communiquer de manière non violente, en s'écoutant et en ne se coupant pas la parole, précisément, quelque part, il rend impossible la rencontre avec l'autre dans la bienveillance, parce que déjà, c'est une violence. Donc il y a tout un travail de pré-médiation pour aider les personnes à rentrer là-dedans. Alors, si la bienveillance en médiation, c'est à la fois tautologique et utopique, comment est-ce qu'on va faire pour la rendre possible? De ce point de vue-là, il y a un recours, c'est la communication non violente. Alors, la communication non violente, tout le monde connaît peut-être, c'est Marshall Rosenberg, qui est maintenant décédé, qui a eu une enfance à Détroit où il était dans la violence lui-même. Et il a rencontré Carl Rogers. Carl Rogers, c'est le père, vous le savez sans doute, de l'écoute active empathique. Donc, c'est le père de tous les médiateurs. L'écoute active empathique, dont on a vu tout à l'heure, qu'elle veillait à mettre en place une possibilité de bienveillance vis-à-vis des personnes, et à partir de là, les accueillir avec bienveillance, qu'elles puissent, vis-à-vis de l'autre, se montrer bienveillantes. Il y a une croyance fondamentale qui va peut-être pas aller tout à fait avec l'exposé qu'on a eu tout à l'heure sur la violence naturelle, on va en discuter, une croyance fondamentale de Carl Rogers qui a été confirmée par, pas la psychanalyse, mais par certaines études en psychologie positive, à savoir que l'être humain, et c'est ce que Rousseau disait déjà, l'être humain est naturellement empathique et altruiste. Alors vous allez me dire, oui ça c'est bien gentil, on pourrait même dire naturellement bienveillant. Alors qu'on voit qu'il y a une forme d'agressivité chez le tout petit enfant depuis le berceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que c'est possible qu'il soit naturellement bienveillant alors qu'on voit partout de la violence? Il y a une contradiction manifeste entre ce postulat, cette croyance, et la réalité de ce que l'on peut observer. Alors pour pouvoir répondre à cette contradiction, il s'est posé deux questions et il y a eu deux réponses. Les deux questions, c'est lesquelles?
La première question, c'est comment se fait-il, et vous en avez parlé tout à l'heure, comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui tirent un certain plaisir à faire du mal à d'autres, alors qu'il y a des personnes qui vont tirer du plaisir en faisant du bien aux autres. Et la deuxième question, c'est comment se fait-il que des personnes étaient confrontées à des atrocités? Lui-même, dans sa famille, Rosenberg avait été confronté au camp de concentration, et il pouvait voir dans sa famille des personnes qui avaient survécu et qui gardaient un élan empathique, alors que d'autres qui n'avaient pas été confrontés à ces mêmes traumatismes, à ce cauchemar qu'on a du mal, nous, à imaginer, eh bien, qui semblaient préservées, et pour autant, elles n'avaient pas d'élan bienveillant, empathique ou altruiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature humaine est complexe. Et qu'il est difficile de dire si l'être humain est tout à fait naturellement bienveillant ou pas, et vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui va beaucoup compter, c'est l'environnement. Et l'environnement, à quel niveau? Eh bien, il y a deux réponses possibles. Les deux réponses à ces deux questions, c'est que tout d'abord, on voit qu'à travers l'environnement, il y a une manière de parler. Et il y a un certain conditionnement socio-culturel. Pour Rosenberg, c'est depuis 8000 ans. Bon, très bien. Un certain conditionnement socio-culturel qui amène quoi? Un langage de la domination, un langage de la stigmatisation, un langage de la compétition, un langage de l'évaluation. Catherine Guéguen parle de violence éducative ordinaire. Donc l'enfant, il entend « ce n'est pas bien, ne va pas les voir, il ne faut pas les fréquenter, tu vaux mieux qu'eux, fais attention, tu dois faire ça ». Et quand j'entends ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me construis à travers un langage violent. Et ce langage, il va m'amener à avoir une certaine représentation du monde, et je vais avoir peut-être du plaisir à punir certaines personnes parce que je crois que ces personnes sont méchantes, parce que je crois que ces personnes sont mauvaises. Donc il y a toute une acculturation qui va m'amener à sortir, d'après Rosenberg, qui va m'amener à sortir de mon naturel bienveillant, donc qui va me désaxer pour croire qu'il y a des gens bons et des gens méchants. Et donc j'ai un intérêt, effectivement, si je crois cela, à punir ceux qui sont méchants, et je tirerai du plaisir, naturellement, sans être perverse, à leur faire du mal. Ça veut dire aussi que certaines personnes, grâce à l'environnement et grâce aussi à une autre façon de communiquer qui est non violente, ont pu rester connectés à leur axe bienveillant. Et comment est-ce qu'ils vont s'exprimer? Ils vont essayer de s'exprimer à partir de ce qu'on appelle le message « je ». Et en revenant, on l'a vu, c'est ce que faisait à chaque fois dans tous les exemples qu'on a pu voir le médiateur, quel est votre besoin profond? Alors pour vous en convaincre, pour vous convaincre de cette croyance de Marshall Rosenberg, j'aimerais qu'on fasse une petite expérience très rapide. J'aimerais que vous pensiez à deux situations. Une première où vous avez eu l'impression de faire du bien autour de vous. Par exemple, en faisant un compliment, par exemple en exprimant sincèrement ce que vous aviez à dire à l'autre, par exemple en étant à l'écoute de l'autre. Est-ce que vous avez un exemple d'une situation de ce type où vous avez pu voir que ça faisait du bien à l'autre? Ça, c'est la première expérience. Comment vous vous sentez? Oui, Chantal? Bien. Est-ce que vous sentez ce mouvement d'expansion, cette ouverture et cette détente? Oui. Et pensez maintenant à une autre expérience où vous avez pu, de manière volontaire ou involontaire, recourir à une forme de communication violente en évaluant l'autre, en le jugeant, en le menaçant, en lui interdisant de faire quelque chose. Crispation, oui, on sent. Fermeture, mal-être. Eh bien, cette petite expérience-là, elle montre que si je me sens bien en faisant du bien aux autres, c'est que mon naturel, il est bienveillant. Et que mon bien-être, il passe par le bien-être des autres. C'est déjà ce que Aristote disait en parlant de zone, politikon, animal, social. Je ne peux pas faire sans les autres. Alors la question, ça va être comment faire. Et donc on voit que le but de la communication non violente, ça va être vraiment de faire ce retour aux besoins pour essayer ensemble, dans une mode de coopération, puisque je ne peux pas me passer de l'autre et qu'on est interdépendants, voir comment ensemble trouver la meilleure stratégie possible
pour satisfaire nos besoins respectifs. Et on le verra, nos besoins respectifs, nos besoins fondamentaux, et on l'a entendu tout à l'heure, j'ai besoin d'être respecté. Les deux avaient besoin d'être respectés, Dupont, Durand. Les deux avaient besoin d'être respectés. L'un avait besoin de silence, l'autre avait besoin de pouvoir être dans son activité. Il n'y a pas de contradiction en soi, puisqu'on trouve des stratégies communes. Ce qui pose problème, c'est quand je crois que l'autre le fait exprès, quand je crois que l'autre est de mauvaise foi. Et là, c'est tout mon conditionnement socio-culturel qui m'amène à poser des étiquettes sur l'autre avant même d'avoir pris le temps de le rencontrer. Donc en CNV, je vais avoir un espace où je pourrai essayer de rencontrer l'autre, le rencontrer dans ses besoins fondamentaux. Et dans ces besoins fondamentaux, il n'y aura pas de contradiction avec mes besoins fondamentaux. Le besoin le plus fondamental étant celui de sécurité. On a la confiance, on a le respect. Et au bout du bout, il y aura quoi? Bien évidemment, l'amour. Tout le monde veut être aimé. Après, la question, c'est comment, par qui? Donc là, ce sont les stratégies. Il y a des stratégies que propose la communication non violente pour pouvoir recréer cet espace de bienveillance, de commune bienveillance, où chacun se remet dans son axe. C'est la méthode OSBD. Donc on va aller d'une causalité qui a priori est horizontale, c'est de ta faute si, à une causalité verticale, je vais te parler de moi. C'est le fameux message « je ». Pour essayer de m'exprimer avec le plus de clarté sur mes besoins. Vous allez voir, ça ressemble un petit peu à la route Fioutac, puisque dans un premier temps, il y a l'observation. Dans un second temps, il y a les sentiments. Dans un troisième temps, les besoins. On a bien vu dans les sketchs de tout à l'heure, toujours il y avait cette question, quel a été votre ressenti? De quoi est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, on peut arriver à une demande négociable. Pour l'illustrer, j'aimerais vous parler d'une petite expérience qui m'est arrivée dans un train. Alors, c'était à l'époque où les trains circulaient encore. Et dans un train où il y avait un store, comme dans tous les trains, et je souhaitais que le store soit levé. Donc j'arrive, le store était fermé, je l'ouvre. Bon. Et aussitôt, je vois une main le fermer. Donc là, on est dans l'observation. Qu'est-ce que je vois? Quelqu'un qui ferme. Bon, une main, je devine que c'est quelqu'un. Que fais-je? J'oublie que je suis médiatrice. Je rouvre le store. L'autre qui ne sait pas que je suis médiatrice et qui n'est pas sans doute médiateur non plus, en tout cas pas à cette heure-là, referme le store. Bon, ça dure un certain temps. Et je me rappelle soudainement que je suis médiatrice. Et je me dis, ok, cette méthode OSBD, on peut se l'appliquer à soi-même. Comment je me sens? Là, je me sens très en colère et en plus, je me dis des choses. Je me dis, mais il le fait exprès, qu'est-ce qu'il est con celui-là? Enfin, de quel droit il se permet de fermer le store? On a quand même bien le droit d'avoir un store ouvert. Après, je me reconnecte à mon besoin. En quoi j'ai tellement besoin que le store soit ouvert? J'avais un besoin d'ouverture et de visibilité. J'aimais voir ce qu'il y avait à l'extérieur. Et à ce moment-là, je me dis, mais quel peut être le besoin de l'autre? Parce que mon expérience de médiatrice depuis 15 ans et dans plus de 300 dossiers dans tous les domaines m'a montré une conscience claire que j'ai à présent, c'est que les personnes en conflit ont les mêmes besoins fondamentaux, mais elles n'arrivent pas à se le dire et à le reconnaître. Et donc le conflit, c'est avant tout un malentendu sur le fait qu'en réalité on a les mêmes besoins et il n'y a pas de conflit de besoins fondamentaux, puisque les besoins fondamentaux renvoient à des valeurs. S'il y avait des conflits de besoins fondamentaux, il n'y aurait pas de médiation, puisque les besoins fondamentaux ne sont pas négociables. Donc je me dis nécessairement, cette personne, peut-être un petit peu conne, mais quand même, elle doit avoir le même besoin fondamental que moi. Alors, je vais activer mon écoute empathique. Et je l'interpelle en disant, ça vous pose un problème que je lève le store? Il me dit, bah, évidemment, je ne vois plus sur mon écran. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, vous avez besoin d'avoir de la visibilité. Il me dit, bah oui. Je dis, mais moi, j'ai exactement le même besoin. Et du coup, je suis arrivée par moi-même à formuler une demande négociable. Je n'avais plus besoin d'exiger que ce soit pleinement ouvert, parce que je me mettais à sa place. Il y avait une inter-reconnaissance, et ça crée quoi? Quand je vois que l'autre a un besoin qui n'est pas opposé au mien, et même c'est le même. In fine, c'est toujours le même, parce qu'in fine, que disent les personnes en médiation? Elles l'ont dit tout à l'heure, je veux me sentir respectée, quel que soit l'âge. Je veux me sentir entendue. Ou pour la médiation ultra, je veux avoir ma place. Je veux me sentir reconnue, c'est fondamental. Du coup, je lui ai proposé
Est-ce que ça vous va si, demande négociable, est-ce que ça vous va si on le met sur la moitié tant qu'il y a du soleil, et quand il n'y aura plus de soleil, qu'on le lève? Il m'a dit, c'est OK. J'ai eu de la chance, il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres besoins. Mais ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce que ça m'a permis, moi? En me connectant à son besoin fondamental, moi, tout de suite, ça m'a apaisé. Et la vertu de la communication non violente, c'est que aussitôt, ça crée un pont d'altérité. Quand j'arrive à me connecter, à exprimer mon besoin à l'autre, un message je rentre dans une écoute empathique. C'est ce qu'on appelle l'expression authentique qui amène une écoute empathique et l'autre peut l'entendre. Et comme je me sens entendue, ça réveille en moi ma bienveillance, mon élan naturel à coopérer. Parce que quand on se sent bien, on a envie de quoi? Vous vous sentez bien le matin? Vous avez envie de castagner tout le monde ou vous avez envie d'être dans l'ouverture et le partage? On est dans son élan naturel de partage. Et ça permet quoi, la communication non violente? Ça permet de passer du chacal à la girafe. Le chacal, c'est un petit peu l'animal totem quand on est dans la communication violente. Et la girafe, qui a le plus gros cœur parmi les mammifères, c'est pour Rosenberg l'animal qui représente la communication non violente. Et à vrai dire, je dois reconnaître, et cet exemple illustre, je le confesse, heureusement tout ceci est confidentiel, même si c'est filmé, nous avons tous un chacal et une girafe. C'est comme l'histoire des deux loups, le loup noir, le loup blanc. Lequel va prendre le dessus? Bien, celui qu'on va nourrir. Donc dans quelle mesure je vais pouvoir, moi, nourrir ma girafe? Et paradoxalement, c'est aussi en accueillant mon chacal. C'est que je me rends compte que parfois, je n'ai pas les moyens d'être à l'écoute de l'autre, donc je vais prendre du temps pour être à l'écoute déjà de moi-même. Et du coup, de voir les attaques de l'autre, non pas comme quelque chose qui va m'agresser et me remettre en cause, mais comme une opportunité de rencontrer l'autre, parce que derrière les attaques de l'autre, il y a quoi? Il y a un besoin qui n'est pas nourri. Et si j'ai la curiosité de l'enfant d'aller voir le besoin qui n'est pas nourri, peut-être que j'aurai une belle rencontre. On arrive du coup sur les vertus de la girafe. Alors elle a de grandes oreilles. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va lui permettre de bien écouter l'autre. Un long coup, c'est ce qu'on appelle en négociation raisonnée, c'est prendre de la hauteur. Des sabots, c'est l'authenticité. Alors ça, c'est important. Il ne faut pas croire que je suis en communication non violente et donc je me laisse faire. Non, je vais vraiment prendre un temps pour exprimer mes besoins et je peux aussi prendre le temps d'exprimer mes limites, quitte à hausser le ton. La girafe, elle a des sabots. Et c'est malgré tout le langage du cœur, parce qu'au niveau du cœur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir me connecter avec l'autre. Ce faisant, la girafe, elle m'offre 4 pouvoirs. Alors, il ne faut pas que je me trompe de bouton. La connexion avec moi-même, au cœur de mes besoins, et avec l'autre. Je dépasse les jugements, je dépasse ce qui semble nous opposer pour me connecter à l'autre dans ce qui fait notre altérité commune, notre humanité et notre vulnérabilité. Je vais pouvoir exprimer de manière authentique ce qui me meut, ce qui est en moi. Donc j'aurai une communication qui sera beaucoup plus efficace. Je vais pouvoir être à l'écoute de l'autre. Ça veut dire que si je dois négocier avec l'autre, je sais avec qui je négocie. L'erreur souvent en négociation, c'est qu'on omet de savoir avec qui on négocie, on se concentre sur ce qu'on va négocier. Et l'éducation en dernier temps, souvent on veut éduquer l'autre avant de s'être connecté. Le processus de médiation, ça permet de prendre un temps de reconnexion avec l'autre et on va se co-éduquer. Comment? C'est la dernière phase du SI et du comment, où on va choisir ensemble des stratégies communes pour pouvoir co-construire une solution. Donc je vais apprendre de l'autre. Il ne fait pas comme moi. Il n'a pas la même façon de nourrir son besoin de visibilité. Là, on le voyait tout à l'heure dans l'exemple de l'entreprise. Bon, chacun a une idée sur les process dans l'entreprise. Peut-être que j'ai quelque chose à apprendre de l'autre et peut-être que ça peut être utile de prendre un temps pour l'écouter parce qu'on est interdépendants et qu'il y a une intelligence collective. Donc on le voit, la violence est avant tout liée à un double déficit langagier, une difficulté à m'exprimer et une difficulté à entendre. Ça veut dire que c'est fondamental de pouvoir se dire. Donc le process de communication qu'offre la communication non violente, ça va permettre aux personnes de recréer de la bienveillance. Je regarde le temps, c'est bon. Ouais, j'ai encore le temps qu'il faut. Mieux que ça, dès lors que j'arrive à me connecter, à m'exprimer, à écouter, et qu'on sent une co-éducation, on voit que c'est quoi? C'est aussi un art de vivre avec soi et avec les autres. Ça veut dire que ça engage un projet politique.
Et donc c'est bien plus large que ce qui peut se passer dans l'espace de médiation. Et, monsieur le maire est parti, mais il en parlait par rapport à la politique. Sans doute qu'il y a une rééducation qui pourrait s'offrir pour voir comment on peut débattre précisément en s'écoutant, sans chercher à ce qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Donc la CLV, ça peut être par rapport à la bienveillance, un petit peu ce secret d'alchimiste qui va permettre de transformer ce qui nous plombe, à savoir les jugements, les menaces, les interdits. Même quand je les profère moi-même, ça me plombe moi-même. Vous l'avez testé tout à l'heure. Quand je crie sur quelqu'un, je ne me sens pas bien. Même si je me libère au début, ça n'est pas l'image que j'ai envie d'avoir de moi-même. Ça n'est pas la relation que j'ai envie de nourrir. Donc la CLV, c'est ce secret d'alchimiste qui va pouvoir transformer tout ce qui nous plombe en reformulant tous ces jugements, ces menaces. Quand vous dites que l'autre est comme si, en fait, de quoi vous avez besoin dans l'ordre de la bienveillance. Alors j'imagine que certains ont encore des doutes sur la bonté naturelle de l'être humain. J'aimerais vous parler d'un ouvrage de Vinciane Després sur les oiseaux qui vient de sortir, qui s'appelle « Habiter en oiseau », où elle démontre qu'il n'existe pas d'agressivité instinctive, contrairement à ce que j'ai pu étudier moi-même il y a plus de 20 ans en éthologie. Il n'y a pas d'agressivité instinctive qu'il faudrait contenir. Il n'y a pas chez les oiseaux de désir naturel de dominer. Ça n'est pas au fondement de la vie sociale des oiseaux. Et ça veut dire que les conflits qu'il peut y avoir ne sont que des brèves mises en garde pour permettre de délimiter mon territoire et de trouver la juste distance qui me permettra de montrer ma puissance de vie en chantant. Si je suis un oiseau, enfin je peux toujours chanter en étant un être humain. Donc si les oiseaux n'ont pas naturellement un potentiel conflictuel, je vais me poser une question pour conclure et me demander, est-ce que le secret d'une humanité non violente, ce ne serait pas de revenir au fondement de notre bienveillante animalité? Je vous remercie.